Monsieur, bonsoir. Un cybercafé, bien malin, celui qui peut déterminer les intentions des uns et des autres. Le phénomène de la cybercriminalité est en train d'atteindre des proportions monstrueuses qui menacent l'économie nationale. Pour comprendre et connaître la stratégie mise en place par les autorités pour juguler ce fléau, nous recevons sur notre plateau M. Stéphane Conan, directeur général de l'informatique et des traces technologiques. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Eric Sekongo Sarawono est également sur le plateau. Bonsoir Eric. Bonsoir Christelle, toujours un plaisir pour nous d'être sur le canal de RTI2. Alors aujourd'hui nous parlerons donc de cybercriminalité. Monsieur Conan Stéphane, bonsoir. Dans un premier temps, vous demandez quel est le rôle et mission assigné donc à la direction informatique et des traces technologiques et le processus de lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. La direction de l'informatique et des traces technologiques a plusieurs missions, dont effectivement la lutte contre la cybercriminalité, également la conduite de projets technologiques pour le ministère d'État, ministère de l'Intérieur, et enfin le renforcement des capacités de la police nationale grâce aux nouvelles technologies de l'information. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre donc par cybercriminalité? La cybercriminalité regroupe toutes les infractions qui sont commises dans le cyber par le biais donc des technologies de l'information et de la communication. Alors, pour tout vous dire, monsieur Conan Stéphane, la population reste sceptique. Donc, quant à cette lutte contre l'escroquerie que vous menez, comment allez-vous convaincre ces millions de jeunes qui s'adonnent à la pratique de l'argent facile et qui, avec cela, réussissent à nourrir des familles? Il y a de quoi avoir des inquiétudes. Je voudrais recadrer d'abord le phénomène sur le plan mondial avant qu'un de mes collaborateurs vienne présenter les statistiques nationales. La cybercriminalité, c'est environ 100 milliards de dollars de pertes dans le monde, dont 67 milliards de dollars aux États-Unis. C'est également 80% d'elles agissent dans le cadre de groupes mafieux, donc de crimes organisés. Donc c'est un fléau qui est mondial, c'est pas un fléau ivoirien. Il est vrai que la Côte d'Ivoire se reflète négativement dans la sphère francophone de la planète, mais il faut d'abord ramener le phénomène à l'échelle mondiale. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, peut-être que tout à l'heure, on donnera des chiffres un peu plus précis. Alors, vas-y. D'accord. Alors, on sera amené à vous demander quelle est la place véritable de la Côte d'Ivoire au plan des statistiques mondiales. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il est très difficile, il nous a été très difficile de mettre en place un dispositif permettant d'avoir des statistiques fiables. Il a fallu environ 18 mois pour mettre en place un dispositif permettant d'avoir des statistiques fiables, c'est-à-dire de regrouper les plaintes au sein d'une plateforme unique, ce qui a été fait grâce au concours de l'ATCI, de pouvoir qualifier les plaintes des dénonciations, et enfin de pouvoir donc obtenir des statistiques pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, au deuxième semestre, nous avions 449 plaintes pour 1800 dénonciations venant de pays divers et pour un total annuel d'environ 900 plaintes. Si l'occasion est donnée, comme je disais tout à l'heure, un de nos collaborateurs rentrera dans le détail de ces statistiques. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de comment les cybercriminels procèdent? Alors, pour les infractions cybercriminelles, aujourd'hui, nous avons quatre types d'infractions récurrentes. Le premier type, c'est l'arnaque au sentiment, je dirais, qui est basée sur des relations sentimentales virtuelles qui sont établies sur Internet. Le cybercriminel, donc, entretient des relations avec une victime auprès desquelles il extorque de l'argent. Nous avons également le chantage à la vidéo qui est en forte croissance. Donc, chantage à la vidéo, l'arnaque au gain, c'est la loterie. Vous recevez un mail dans la boîte que vous avez gagné 50 millions de dollars, qu'il faut payer des frais de notaire. Nous avons également le hameçonnage. Le hameçonnage, c'est la prise d'une boîte email en vue de solliciter les contacts de la victime suite à des appels en détresse erronés. Donc voilà en gros les grands types d'arnaques auxquels nous avons à faire face en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, Monsieur Conan, si vous le permettez, bien avant de recevoir votre collaborateur pour parler des statistiques, nous allons partir avec cet élément qui retrace la cybercriminalité. La cybercriminalité est l'un des actes criminels qui sont commis via Internet.
Le terme est né à la fin des années 90, alors que de plus en plus d'infractions sur Internet violaient les droits à la vie privée ou encore à la confidentialité des internautes. Cela inclut également le piratage de films ou de systèmes informatisés et toute forme de pédophilie sur le net. La Côte d'Ivoire est l'un des pays d'Afrique où la cybercriminalité est en hausse. Ceci est une conséquence logique du fait de la facilitation d'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication dont a bénéficié la Ivoirienne dans un environnement sans législation appropriée en la matière. Une observation attentive nous permet de constater que les acteurs de ce phénomène sont des jeunes gens dont l'âge varie entre 10 et 25 ans, qui disposent d'un mode opératoire spécial. J'ai eu des photos, j'ai créé des boîtes, et en créant ces boîtes, j'ai eu le correspondant, c'est-à-dire je me passais pour une femme que je ne suis pas. J'ai eu un correspondant qui m'a apporté au moins 750 €. Et cela en complicité avec des agents de structures de transfert d'argent. Un client, je le connais depuis 2011. Il a l'habitude de venir faire des retraits chez moi. Oui, il a l'habitude de venir faire des retraits chez moi. Donc quand il m'a demandé, comme je n'avais pas de liquidité, donc je suis allée la voir. Je suis une caissière. Il y a ma collègue qui est venue me voir précipitamment, comme quoi de lui rendre un service qu'elle n'avait pas de liquidité. Elle est venue à la photo, elle dit, tu connais le client? Elle dit, oui, je le connais. Et puis j'ai tiré son mandat, elle est partie. Avec ce scénario bien ficelé, il n'est pas facile d'échapper au piège tendu, nous dit cette dame. Donc je l'ai connu en septembre 2011, que je le trouvais sympathique, intelligent. Je veux dire, il était très énergique dans toutes les actions qu'il faisait. Il était acheteur de cacao. Et donc il m'a dit que son c'était d'acheter une plantation de cacao et qu'il voulait s'associer avec moi. Donc il m'a fourni la photocopie de son permis. Il était canadien. Donc j'ai envoyé cette photocopie à l'ambassade du Canada ici en Côte d'Ivoire, espérant avoir des nouvelles, chose que je n'ai pas eue. Donc ensuite, on a concrétisé ce projet, il m'a envoyé tous les documents que je lui avais demandé, donc j'ai eu confiance. J'ai envoyé exactement 65 000 €. La cybercriminalité est aujourd'hui un fléau grandissant, transfrontalier et complexe. Bien que des solutions techniques de sécurisation de cyberespace existent, elles ne sont pas absolues et ne répondent le plus souvent qu'à un problème particulier dans une situation donnée. Cependant, les moyens de lutte contre ce fléau passent nécessairement par l'adoption d'un cadre juridique et institutionnel harmonisé et applicable international, avec des dispositions permettant une véritable coopération internationale des instances de police et des... Donc l'élément qui retraçait la cybercriminalité en Côte d'Ivoire, réaction, M. Konan. Ben écoutez, ce sont des images que nous revoyons avec déplaisir. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est victime du bon travail effectué par les autorités de régulation des télécoms et le ministre en charge des postes et télécommunications. Nous avons aujourd'hui 2 millions d'internautes en Côte d'Ivoire, parce que nous avons une bonne infrastructure Internet. Nous avons 100 000 abonnés, 55 000 abonnés, pardon, 19 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, 100 000 abonnés à la téléphonie fixe. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il est très facile pour un cybercriminel d'agir dans ce contexte. D'accord. Alors, si vous le permettez, nous allons partir donc avec l'un de vos collaborateurs, M. Vladimir Armand, qui est criminologue, qui va nous retracer les statistiques. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, nous présenterons les statistiques de la lutte contre la cybercriminalité sur les 6 derniers mois. Ces statistiques vous seront présentées autour de 7 points. Le premier concerne les plaintes reçues. La PLCC a enregistré 1805 emails au cours de ce second semestre, soit une moyenne de 10 emails par jour. Ensuite, la PLCC a enregistré 449 plaintes, soit une moyenne de 2 plaintes par jour. Ceci fait un total de 77,28% de plaintes qui ont été reçues au cours de ce troisième trimestre. Le deuxième, c'est 3 des pays de provenance des plaintes. En premier, nous avons la France avec 124, soit un taux de 27,62%. En second plan, nous avons la Côte d'Ivoire avec 97 plaintes,
soit un taux de 21,1%, et les autres pays se partagent le reste du pourcentage. Le troisième point que nous énoncerons est celui qui concerne les types d'arnaques les plus récurrentes au cours de ce second semestre. En premier, nous avons l'arnaque aux faux sentiments, tel que l'annonçait M. le directeur. Nous avons noté 182 arnaques, soit un pourcentage de 40,53%. En seconde place, nous avons l'arnaque à l'achat-vente en ligne. 44 arnaques de ce type ont été enregistrées, soit un pourcentage de 9,80%. En troisième position, nous avons le hameçonnage. 40 arnaques de ce type ont été enregistrées, soit un pourcentage de 8,81%. Et puisque l'arnaque à l'hameçonnage débouche très généralement sur la spoliation de compte mail, nous notons également 40 arnaques de type spoliation de compte mail, soit un pourcentage de 8,91%. Nous en arrivons au quatrième point qui est celui du préjudice financier. La cybercriminalité a causé un préjudice financier au second semestre estimé à une valeur totale de 860 571 328 francs. Et le préjudice réparti entre les deux derniers trimestres est le suivant. 400 982 747 francs CFA pour le troisième trimestre et 459 588 581 francs CFA pour le quatrième trimestre. Le second point est relatif aux interpellations et arrestations. Au cours de ce second semestre, la PLCC a interpellé 29 suspects qui ont conduit à l'incarcération de 19, soit un pourcentage de 65,51% de mise en cause incarcérés. Le sixième point est relatif aux réquisitions. 209 réquisitions ont été émises. 119 ont trouvé réponse, soit un pourcentage de 56,93% des demandes satisfaites par les établissements sollicités. En ce qui concerne les opérateurs les plus sollicités, nous citerons en première catégorie les opérateurs de téléphonie mobile et fixe qui ont reçu 131 demandes pour 95 réponses, soit un pourcentage de 69,85%. En second plan, nous avons les FAI, fournisseurs d'accès à Internet, 40 demandes pour 11 réponses, soit un pourcentage de 27,50%. Et les actions de la cybercriminalité ne se limitent pas seulement qu'à la répression. Nous avons également entrepris des colloques de formation. Un outil d'enquête de haut niveau a été déployé. Un colloque de réflexion sur la cybercriminalité a été organisé l'ITT. Un projet de coopération internationale avec l'ILCE, qui est l'Institut de lutte contre la criminalité économique, et un projet de collaboration au plan local a été organisé. À la suite de ce que vient de dire M. Hamon, on a envie de savoir quelle forme de collaboration existe entre justement la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, partenaires, donc fournisseurs d'accès Internet, les transferts d'argent. D'accord. Déjà, il faut cette forme de lutte contre la cybercriminalité a été donc créée en 2009, a démarré ses activités en 2011. C'est une plateforme mixte qui regroupe la TCI, la police nationale, donc la direction de la police économique et financière et la DITT, également le parquet, parce que le parquet est le substitut du procureur qui s'occupe spécialement des affaires de cybercriminalité. Et cette plateforme, donc aujourd'hui, a mis en place des dispositifs de traitement accéléré de réquisition avec les opérateurs. Vladimir disait tout à l'heure que nous avons reçu 119 réponses sur 209 réquisitions. C'est certes insuffisant, mais en très forte progression par rapport à les années précédentes. D'accord. Après enquête, monsieur le directeur général, vous nous direz, après enquête, on s'est rendu compte que ces cybercriminels opéraient de quartiers comme Port-Boué, Koumassi, Marcory, Yopougon. Est-ce qu'il y a un dispositif spécial qui est mis dans ces communes-là afin de mieux appréhender, on va dire, les cybercriminels? D'accord. Les cybercriminels opèrent de toutes les 10 communes d'Abidjan. Plusieurs dispositifs sont en cours de mise en œuvre, notamment l'identification des cybercafés et des usagers des cybercafés. Donc c'est une mesure qui va être mise en œuvre dans quelques semaines. Il y a 800 cybercafés en Côte d'Ivoire recensés. D'autres dispositions telles que l'identification par photographie des personnes qui envoient ou qui reçoivent
des transferts d'argent express. Donc c'est une autre disposition qui est sur la table de réflexion. Donc ces dispositions sont en cours. Le ministère des MPTIC a également pris plusieurs textes. Certains ont été adoptés, certains sont sur la table du Conseil des ministres. La loi sur la cybercriminalité et la protection des données personnelles, l'arrêté d'identification des usagers téléphonie mobile. Et nous avons instruction ferme aujourd'hui du ministre d'État, ministre de l'Intérieur de mettre fin à ce fléau. Donc ne vous inquiétez pas, toutes les dispositions sont en train d'être mises en œuvre. D'accord. Alors, M. Kono, avant de parler de différentes dispositions mises en œuvre pour freiner ce fléau-là, on veut bien comprendre ce que c'est que la cybercriminalité. On serait donc amené à savoir quels sont les actes susceptibles d'être qualifiés de cybercriminalité. Alors, tout acte... Hormis le broutage, en tout cas. Le broutage est un acte de cybercriminalité. Tout acte qui est perpétué à l'aide d'un outil technologique ou à travers un outil, un système d'information est qualifié d'acte cybercriminel. Donc ça va de l'intrusion dans un système d'information à l'envoi de SMS non sollicités à des usagers pour solliciter par exemple des recharges ou pour faire de la publicité malveillante. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux de télécommunications, les réseaux informatiques ou le système d'information peut être qualifié d'acte cybercriminel. Alors parlons des moyens que vous mettez en œuvre pour traquer les cybercriminels. Alors les moyens, je viens de les citer. D'abord, le gouvernement a mis en place la PLCC. C'est une première en Afrique, une plateforme unique dédiée à la lutte contre la cybercriminalité et qui regroupe des forces mixtes. Aujourd'hui, nous avons la police, le parquet, la TCI. Demain, peut-être que la gendarmerie ou la douane nous rejoindra, mais c'est une initiative unique en Afrique, je disais. Les autres moyens sont également les textes dont je parlais, qui sont des moyens juridiques pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait des textes adaptés à ce genre de délit. D'accord. Justement, vous parliez de tests, donc de législation. Tout à fait. On sait qu'il y a des tests qui sont en cours où, en fait, dans ces tests-là, les cybercriminels auront, on va dire, à trembler, vu que apparemment ces tests-là seront très très durs. Où vous en êtes, on va dire ça comme ça. Où vous en êtes? Est-ce que dans les prochains jours, on s'attendra à voir une loi sur ce fléau-là? D'accord. Bon, il faut rappeler également que la DTT est un service qui dépend de la Direction générale de la police nationale. Donc, nous ne sommes pas chargés de la rédaction de ces textes, même si nous sommes consultés par rapport à leur contenu. Donc ces textes relèvent de la responsabilité des départements ministériels charge des télécommunications et également du régulateur des télécommunications. Donc le rôle de la police est justement de faire appliquer les textes une fois qu'ils seront adoptés. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait l'éclosion? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Après discussion, on nous dit c'est la pauvreté. Qu'est-ce qui favorise l'éclosion de la cybercriminalité en Côte d'Ivoire? Comme je le disais précédemment, d'abord le premier facteur, c'est notre bon niveau en termes d'infrastructures de télécommunications et d'infrastructures Internet. Par rapport à la plupart des pays voisins, nous avons très bonne connexion Internet. Nous avons 7 opérateurs de téléphonie mobile. Nous avons 2 opérateurs de téléphonie fixe. Nous avons 2 millions d'internautes. Nous avons également 3 câbles sous-marins qui apportent l'Internet en Côte d'Ivoire. Donc tout ça fait que la Côte d'Ivoire devient un paradis pour les brouteurs et cybercriminels. D'ailleurs, nombre de personnes interpellées ne sont pas forcément de nationalité ivoirienne sur le territoire. Donc déjà, cela favorise. Effectivement, ensuite, il y a des problèmes sociaux auxquels je ne pourrais développer ici, n'étant pas spécialiste de ce domaine. Chaque fois que vous avez la possibilité donc, de rentrer en contact avec ces cybercriminels, ils vous expliquent. Oui. Pourquoi ils le font? Ils vous expliquent pourquoi ils l'ont fait, etc. Écoutez, c'est d'abord la part du gain facile. Je pense qu'aujourd'hui, un criminel, avant d'agir, regarde 3 paramètres. D'abord le risque, ensuite il regarde le gain, et ensuite il regarde l'investissement qu'il doit faire pour perpétrer son crime. La cybercriminalité, pour commettre une infraction cybercriminelle, il faut une connexion à Internet, c'est-à-dire 500 francs CFA. On peut gagner dans la journée 10 000 euros, et avec les textes que nous avons aujourd'hui, le risque n'est pas très grand. Donc cela fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant
de faire une arnaque sur Internet que d'aller braquer une banque. Il y a beaucoup moins de risques. Ensuite, comme je disais, la part du gain facile. D'accord. On va rapidement, avant de prendre notre invité, on va vous poser la question de savoir, l'âge des booteurs ou des cybercriminels varie entre 10, 15 jusqu'à 25 ans. Bon, on va prendre de 10 à 15 ans déjà pour arrêter là. Oui. Déjà. Et puis, on va vous poser la question de savoir comment font-ils pour rentrer en possession de sommes aussi faramineuses. D'accord. Déjà, je n'ai pas les mêmes chiffres que vous. Comme disait monsieur Armand tout à l'heure, nous avons 29 arrêts. Cette année, nous n'avons pas vu de personnes âgées de 10 à 15 ans. Donc aujourd'hui, l'âge des personnes que nous arrêtons, je dirais, varie entre 18 et 24 ans. Est-ce que c'est pas parce que finalement, si vous êtes mineur, vous êtes obligé de les relaxer, vu que au niveau de la législation, on ne peut rien contre eux? Mais écoutez, comme je le disais pour l'instant, les 29 personnes que nous avons interpellées au second semestre ne sont pas mineures. Ce sont des personnes bien majeures. D'accord. Alors, à l'instant, nous avions eu monsieur Vladimir, votre collaborateur, pour parler donc des statistiques. Nous allons maintenant faire intervenir le lieutenant d'Esaïe Khan, Cyril, pour nous parler des grandes affaires de cette année 2012. Responsable de la PLCC. Voilà, responsable de la PLCC. Effectivement, je suis le lieutenant d'Esaïe Khan, Cyril. Je suis responsable de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Je suis là sur votre plateau pour dire que cette plateforme existe. Nous avons à notre sein un procureur de la République, des officiers de la police qui nous ont été fournis par la direction de la police économique et financière, nous ingénieurs de l'ATCI, nous avons des criminologues, nous avons des juristes. Donc la plateforme existe et elle travaille. D'accord. Quelles ont été les grandes affaires dans le courant de l'année 2012? Je ne pourrais pas citer toutes les affaires, mais quand vous insistez sur les plus grandes, je vais citer une affaire qui a gonflé nos statistiques. Il s'agit d'un cyberdélinquant qui s'est introduit dans le système informatique d'une banque et qui a fait un dépôt virtuel d'une somme de 3 milliards. Et après, c'est dans cette banque-là, physiquement, où il a pu retirer la somme de 2 milliards. Il est parti avec la somme. Et dans nos investigations, avec la collaboration de notre laboratoire, où il existe des ingénieurs qui ont fait des recherches, nous avons compris qu'il avait des complices. Ces complices ont été arrêtés et mis à la disposition de la justice. Il y a une autre affaire encore qui n'est pas aussi grande, mais elle a donné une bonne image à la Côte d'Ivoire. Une enquête qui a débuté en Suisse, où un ressortissant suisse était avec un enfant de la Côte d'Ivoire qui le faisait chanter, ce qu'on appelle couramment le chantage à la vidéo. Et l'enquête a commencé en Suisse, les policiers suisses sont venus en Côte d'Ivoire et avec notre collaboration, nous avons réussi à mettre la main sur le jeune cybercriminel. D'accord. Tout à l'heure, dans votre spot, vous avez vu une femme blanche qui pleurait. Nous avons géré cette affaire aussi. Il s'agissait d'un jeune qui a fait croire à la blanche qu'il était un ressortissant français, riche planteur. La femme a démissionné de son travail. Elle a vendu sa maison. Elle a même abandonné la tutelle de ses enfants. Et elle est venue en Côte d'Ivoire pour vivre avec son amoureux. Arrivé à l'aéroport, elle se rend compte qu'il n'y a point d'amoureux. Et c'est en fait un jeune de Yopougon. Nous avons fait nos enquêtes, nous sommes tombés jusqu'à lui. Et malheureusement, la population de son quartier ne nous a pas permis de partir avec lui. Par contre, nous avons pu prendre les caissières qui travaillaient en collaboration avec lui, parce que nous avons remarqué dans nos enquêtes que la plupart des fonds viennent sur des noms d'Européens. Mais comment se fait-il que ces fonds sont retirés? Nous avons vu qu'il y a une collaboration, une complicité de certaines caissières, de certaines maisons de transfert de fonds. Et nous avons mis la main sur ces dernières, nous l'avons transféré devant le parquet. D'accord. Alors, lieutenant, avant de vous laisser partir, vous allez un peu nous expliquer comment vous arrivez, si vous voulez, à pister tous ces cybercriminels-là, sans rentrer dans les détails, qu'ils évitent également. D'accord, effectivement, je vais vous ajouter cette dernière phrase. Nous sommes un peu structurés de la sorte. Il y a la direction de l'informatique et des traces technologiques, où il y a un laboratoire, et la direction de la police économique et financière, qui a des procéduriers qui suivent les procès-verbaux pour déférer les interpellés au niveau du parquet. Donc, une fois que nous avons une interpellation, nous
mettons des méthodes en place qui sont propres à nous, que je ne vais pas divulguer sur ce plateau. Et nous prenons certains éléments pour avoir des éléments de preuve. Lorsque ces éléments de preuve sont tués, nous mettons à la disposition de la police économique le cyberdélinquant qui poursuit l'enquête jusqu'à son transfert devant le parquet. D'accord. Merci en tout cas à vous pour votre intervention. Merci. Alors, M. Konan, que faites-vous face à ce genre de situation? À l'instant, il parlait de la dame, de la ressortissante française qui s'est fait arnaquer plusieurs millions, qui aujourd'hui, après plusieurs enquêtes, l'on a pu mettre la main sur le cybercriminel, mais malheureusement avec l'appui de la population de Yopougon, le criminel est toujours en fuite. Que faites-vous face à ce genre d'action-là? Bon, effectivement, nous avons été désagréablement surpris de voir 3 de nos agents pratiquement lynchés par la population de Yopougon alors qu'ils venaient faire leur travail. Ce type d'acte est néanmoins isolé en ce qui concerne les activités que nous avons eues en 2012. Il est à déplorer. Par contre, je voudrais saluer les nombreux citoyens ivoiriens qui, au travers de notre site internet et de notre page Facebook, dénoncent des brouteurs et dénoncent des comportements de cybercriminels ivoiriens. Donc la plupart des Ivoiriens ont un comportement citoyen face aux agissements des brouteurs qui ternissent l'image de la Côte d'Ivoire. Nous avons eu effectivement cet incident à déplorer cette année. On a envie de comprendre, hein, parce que moi depuis, j'ai pas de matière concrète de comment vous procédez, parce que c'était ça la question, comment vous procédez. Si vous savez par exemple que vous ne pouvez pas rentrer dans certains détails, au moins montrer à la population que vous êtes au travail par certaines méthodes. Donc comme le lieutenant le disait tout à l'heure, vous avez un laboratoire. Qu'est-ce qui est fait dans ce laboratoire? Est-ce qu'il y a plusieurs postes d'ordinateurs qui pistent tout le monde? Qu'est-ce qui se passe réellement dans ce laboratoire pour qu'on puisse bien comprendre effectivement ce que vous faites? D'accord. Cette question m'amène à parler de la difficulté de traiter une affaire cybercriminelle. La difficulté d'une affaire cybercriminelle, c'est qu'elle est d'abord transfrontalière. Une victime dans un pays et un cybercriminel dans un autre. Donc avec 2 droits différents. Ensuite, c'est la vitesse avec laquelle se passe le délit. Et enfin, c'est surtout le fait de pouvoir apporter au parquet une preuve. Parce que les preuves sont souvent numériques. Le rôle d'un laboratoire est donc d'apporter la preuve numérique d'un délit et d'identifier le coupable de ce délit. Donc tout ce que le laboratoire, c'est de travailler sur les preuves numériques. D'accord. Alors, la particularité de cette émission, monsieur le directeur général, c'est l'invitation que nous portons à des personnes qui viennent donc sur le plateau pour également vous poser des questions. Nous allons donc recevoir monsieur Yao Ensho, qui est Ethical Hacker, donc qui est le président de l'association de recherche en sécurité informatique. Bonsoir monsieur Yao Ensho. Bonsoir. On vous écoute pour votre question. La première question que je voulais poser au directeur, c'est un peu revenir sur, il y a une question qui est revenue, comment aujourd'hui cette police, cette direction arrive à faire des enquêtes. Vous savez, ce qui se passe et ce qui se dit un peu en ville, c'est que beaucoup de gens ne font pas confiance à cette police. Pourquoi? Parce que déjà, il y a eu on a constaté par exemple des descentes dans des cybercafés. Il y a des personnes qui disent qu'ils font partie de la police scientifique, etc., qui descendent dans des cybercafés, qui prennent des ordinateurs, qui prennent, on va dire, qui embarquent des gens dans des véhicules, etc. Et beaucoup de gens se disent que cette police ne traque pas les cybercriminels, qu'elle fonctionne beaucoup plus sous dénonciation. C'est-à-dire que ce sont des appels anonymes, on dit qu'il y a quelqu'un qui a reçu, etc. Et c'est ainsi. Donc je me dis que c'est un peu pour cela qu'on demande, un peu pour rassurer les gens, qu'on demande comment ce travail se fait. En même temps, il y a des personnes aussi qui affirment que la police est complice, qui dit simplement que la police est complice, qui dit que si certaines personnes ne sont pas arrêtées, etc., c'est parce qu'il y a une certaine complicité. Donc on veut un peu savoir ce qui se passe réellement. En même temps, si le directeur sait en fait informer de ces choses et ce qu'il a à dire sur ces faits. Voilà pour la première question. Merci. Effectivement, nous avons des dénonciations. Ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a des citoyens ivoiriens qui se sentent concernés et affectés par la réputation du fait de la cybercriminalité. Mais je peux assurer M. Nsho que nous ne travaillons pas uniquement sur dénonciation. Deuxième chose, il
il y a eu même des braquages de voitures récemment où les braqueurs se sont présentés comme étant des agents de la police scientifique. Tout ça pour dire que le pays sortant de la situation dont on sait, il y a beaucoup d'hommes en armes, beaucoup d'hommes en uniforme, il y en a beaucoup moins que l'an dernier, heureusement, mais beaucoup de personnes non identifiées aujourd'hui profitent de l'aubaine que représentent ces jeunes brouteurs qui se promènent avec beaucoup de cash pour les braquer à leur tour. Donc c'est tout simplement ce à quoi nous avons affaire. Nous avons des patrouilles, le lieutenant Desailly est là, nous avons des patrouilles qui sont planifiées mois par mois et les endroits où nous patrouillons, les cybercafés où nous patrouillons sont totalement transparents, validés par la plus haute hiérarchie de la police nationale et donc ça n'a rien à voir avec les faits auxquels M. Ncho fait référence. D'accord. Avant votre deuxième question, M. Ncho, tout à l'heure vous parliez de l'enregistrement donc des cybercafés, donc chaque internaute devrait donc se faire enregistrer. Est-ce que vous pensez que c'est un début de solution et que cela se présente sans faille? Ce sera un grand pas pour la lutte contre la cybercriminalité. D'abord, ce n'est pas une mesure, c'est une mesure qui s'est faite ailleurs. Vous allez dans un cybercafé, vous donnez une pièce d'identité, votre heure de début de connexion, votre heure de fin de connexion est enregistrée et le cybercafé aura obligation de garder ces informations pendant un certain nombre de... Pourquoi cette mesure? La plupart de nos enquêtes, justement, comme nous enquêtons, la plupart de nos enquêtes nous ramènent à chaque fois sur un cybercafé où il est très difficile d'identifier l'auteur du délit. Il y a 20, 30, 50 postes. Donc nous avons besoin de savoir qui était dans ce cybercafé le jour où il y a eu le délit, puisqu'il y a toujours une trace justement numérique qui peut nous permettre de remonter à cet endroit. D'accord. Alors, M. Stéphane, avant de poursuivre, M. Conan, à l'instant, parler de personnes se faisant passer pour des agents de la police scientifique. Comment faire donc pour reconnaître des agents de la police scientifique? La PLCC a une uniforme spécifique, bleu marine que tout le monde connaît. La plupart des gens, la plupart des personnes qui ont eu à être victimes de ces hommes en armes, des gens qui étaient en treillis militaire. Et donc, il y a eu des cas à Port-Boué, à Bobogaro, effectivement. Des personnes en uniforme militaire sont rentrées dans des cybercafés au nom de la lutte contre la cybercriminalité et quelquefois même dans des agences de transfert d'argent. Alors là, que doit faire donc le gérant de Cyberro des internautes qui se trouvent donc dans ces différents lieux-là? Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a fait passer par le biais du directeur général de la police nationale un message à tous les services de police pour informer que le seul service qui est à même d'enquêter sur ces zones, cybercafé, maison de transfert d'argent, est la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Donc c'est un message qui a été diffusé, rediffusé à toutes les maisons de transfert d'argent. Et donc ce qu'il y a lieu de faire en cas de problème avec des personnes non identifiées, est donc d'alerter la police ou les autorités les plus proches. D'accord. Est-ce que quand il y a une descente, parce que la question d'Éric est très essentielle pour que la population puisse bien comprendre, quand il y a une descente donc, de vos agents, est-ce qu'on doit demander une carte? Parce que tout le monde, c'est vrai que vous le disiez, ils ont une tenue particulière, mais tout le monde peut porter cette tenue et faire des descentes dans les cybercafés. Est-ce qu'il y a possibilité aux gérants de cybercafés de demander une carte professionnelle afin d'attester de ce que ce monsieur ou cette dame soit effectivement un agent de votre service? Bien sûr, tous les policiers de Côte d'Ivoire ont une carte professionnelle et déclinent leur identité comme le droit l'exige au moment où ils font une interpellation ou une descente dans un endroit public. Donc, quand cela n'est pas fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit vous écrire rapidement pour... Non, quand cela n'est pas fait, il faut prendre un téléphone, si l'occasion est donnée, et appeler le centre d'appel du ministère d'État, ministère de l'Intérieur, c'est le numéro 100, et signaler cet abus. Voilà, c'est un numéro qui fonctionne 24 heures sur 24 et donc nous avons quelques cas d'appel en détresse comme ça. Parce qu'en fait la population a voulu savoir cela vu que nous avons, comme je vous l'ai dit en off, nous avons approché des gérants de cybercafé qui ont dénoncé cela, le fait qu'ils soient tout le temps harcelés, on va dire ça comme ça, par des pseudo policiers qui viennent plus les racketter également que faire véritablement leur travail. Donc ils nous ont demandé de vous demander qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas. D'accord. Ce qu'il faut faire dans ce cas, comme je disais, c'est de composer le numéro le centre d'appel du ministère d'État, ministère de l'Intérieur, le 100. Le 100. Voilà. Et ils auront quelqu'un au bout du fil 24 heures sur 24. À l'inverse, moi, je demanderais à ces gérants de cybercafé d'être aussi beaucoup plus vigilants sur leur clientèle.
et faire en sorte de nous faire remonter à ce numéro 100 leurs clients qui ont des comportements qu'ils connaissent très souvent. D'accord. Monsieur Nchou, on vous écoute pour la seconde question. Oui, la seconde, vous savez, en Côte d'Ivoire, on parle de cybercriminels, il y a ceux qui font du broutage, de la cyber-escroquerie, ceux qui font du piratage informatique, donc ceux qui font des intrusions dans les systèmes, etc. Mais durant l'année 2012, il y a eu toute une sensibilisation qui a donné à beaucoup de jeunes de vouloir offrir leurs compétences, offrir leurs services à des entreprises, etc. Mais il y a un certain retour qu'on voit aujourd'hui via des forums sur Internet et dans certaines rencontres qui, lorsque ces jeunes vont dans certaines entreprises, etc., vous trouvez des entreprises qui disent que leur système informatique est protégé par la police, qui disent la police scientifique, etc., nous protège, ou la police scientifique nous forme. Ce que je veux dire, en fait, c'est que beaucoup de jeunes qui veulent offrir leurs compétences au service semblent avoir, et j'ai eu un post, un message, un mail, même aujourd'hui, qui disait d'en parler, semblent avoir, on ne sait pas pourquoi, pour concurrent, la police. Alors qu'en réalité, la police ne devrait pas être, et la police ne peut pas être un concurrent, puisque la police ne fait pas le même travail. Mais ce n'est pas le retour qu'on a au niveau des entreprises. Les entreprises disent, la police va nous former, la police va nous suivre, la police va faire un audit de sécurité pour nous, etc. Et normalement, pour nous, nous disons que ce sont des entreprises privées qui doivent normalement le faire. Donc, c'est une compétence-là. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui? Est-ce que, ici en Côte d'Ivoire, c'est un travail qui devrait être fait par la police ou bien c'est une mauvaise compréhension que ces gens en entreprise ont? C'est un peu cette question qu'on voudrait poser aujourd'hui. Je dirais que vos interlocuteurs n'ont pas tout à fait tort et n'ont pas tout à fait raison non plus. Le rôle de l'État, c'est d'assurer la sécurité des biens des personnes, sur terre, dans les airs, sur mer. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet et des nouvelles technologies, le rôle de l'État s'est étendu partout dans le monde au cyberespace. On a parlé de cybercriminalité, mais en Europe, on parle de cyberguerre. Donc les États ont pour rôle de défendre tout ce qui se passe donc aujourd'hui dans le cyberespace. Donc il est de la responsabilité de l'État, par le biais de la police, de protéger les entreprises publiques et de protéger les infrastructures critiques que sont les systèmes d'information. Cela n'empêche que ces entreprises peuvent faire appel à des privés, comme une entreprise peut faire appel à une société de gardiennage pour renforcer la sécurité si elle en ressent le besoin. Monsieur Nchou, vous êtes satisfait? Ça va. Ça va? D'accord. Alors, pour rester un peu dans la question de Monsieur Nchou qui parlait des hackers, il y a, comme il aime à le dire, des hackers certifiés et des hackers qui ne le sont pas et qui arrivent à déjouer tous les systèmes informatiques des entreprises et donc qui arrivent à mettre à mal certaines entreprises. Quel traitement pour cela? Parce que s'ils arrivent, puisque vous êtes directeur de l'informatique et des traces technologiques, s'ils arrivent à pirater donc, des entreprises, il sera difficile pour vous, je me dis, il sera difficile pour vous de pouvoir mettre la main sur ces personnes-là. Voilà. Il faut bien comprendre d'abord ce que c'est que le piratage en général. Le piratage informatique est s'appuie très souvent sur l'exploitation d'une faille. Ce n'est pas comme on l'imagine, comme on le voit dans les films américains, des génies en informatique qui arrivent. Ça arrive, mais c'est très rare, c'est très marginal. C'est d'abord l'exploitation d'une faille. Les entreprises, les systèmes d'information reposent sur des logiciels, des applications qui sont développées par des informaticiens. Ces informaticiens donc font des produits presque parfaits. Le pirate informatique utilise la marge de malfonction qui existe dans les logiciels et applications, quelquefois avec la complicité de ceux qui ont développé ces applications. Donc aujourd'hui, un hacker, c'est quelqu'un qui... le hacker n'est pas quelqu'un qui est censé mettre à mal un système d'information, mais c'est plutôt quelqu'un qui est censé mettre en lumière les failles de sorte qu'on puisse prendre des mesures correctives. Alors, quel traitement pour ce... Le hacker, de toute façon, aujourd'hui, il y a une réglementation, je dirais, informelle au niveau international qui régit le comportement. Le hacker, d'abord, doit agir avec le consentement du propriétaire du système informatique. C'est comme ça que ça se passe en Europe. C'est ce qu'on appelle une exploitation des failles. On vient vous faire un audit informatique. On prévient
le client ou l'entreprise qu'on va utiliser son système pour voir s'il y a des failles. Donc ça, c'est le hacker éthique. Donc M. Ncho s'est présenté tout à l'heure comme un ethical hacker. Donc il y a une certification effectivement qui existe de ethical hacker. Mais le rôle du hacker éthique est justement d'agir avec le consentement de l'entreprise en vue de révéler les failles. Voilà. D'accord. Alors, M. Konan, lorsqu'on est victime d'un cybercriminel, quels sont les recours dont dispose la victime? En Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, comme je disais, faire appel à la police nationale, donc, qui vous dirigera très certainement sur la PLCC. La PLCC prendra en charge donc votre plainte, comme une plainte pour tout type d'infraction. Une enquête sera conduite et vous serez informé régulièrement du suivi de votre affaire. Ça peut prendre combien de temps ce processus-là? Écoutez, une affaire cybercriminelle ne diffère pas d'une affaire criminelle tout court. Tout dépend de l'erreur qu'a posée le criminel, tout dépend de beaucoup de facteurs qui font que le policier, au flair, à la dénonciation, à l'enquête, à l'investigation, peut arriver rapidement ou non. Nous avons des affaires non élucidées, comme dans tous les services de police, et nous avons des affaires qui ont été élucidées le même jour. Donc une affaire d'intrusion dans un système d'information d'une société d'État qui a été élucidée le même jour par la PLCC. D'accord. Voilà. Que pensez-vous donc des personnes qui ironisent un peu sur ce phénomène en griffe et disent, certains artistes disent que c'est la dalle que les Blancs paient, vu ce qu'ils ont tiré comme richesse de notre continent? Écoutez, je n'ai pas d'opinion dessus. Nous, notre travail est, comme je disais, d'apporter la preuve numérique pour que des délits soient qualifiés et punis. Je n'ai pas d'opinion sur les justifications qui peuvent éventuellement être données par les criminels. Voilà. D'accord. Alors, monsieur le directeur général, puisqu'on vous a et qu'on a envie de bien comprendre ce phénomène de cybercriminalité, comme je l'ai dit en introduction de cette émission, qui met à mal l'économie de la Côte d'Ivoire, on a envie de savoir quelles précautions prendre pour éviter de se faire arnaquer. C'est une très bonne question. Précautions prendre d'abord, je dirais pour l'internaute ivoirien, c'est de visiter nos sites internet. Nous avons une équipe de 4 personnes qui est chargée de communiquer avec le grand public, donner des conseils. Ensuite, c'est de se tenir informé. Aujourd'hui, l'usage d'Internet, l'usage des technologies, c'est quelque chose de relativement nouveau, un peu partout dans le monde. Donc, essayer de se tenir informé par les structures spécialisées qui sont aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a, au-delà du ministère d'État, ministère de l'Intérieur, plusieurs structures qui traitent directement ou indirectement la cybercriminalité. Il y a la DITT et la PLCC, certes. Le ministère de l'Économie et des Finances a le CENTIF et la sous-direction chargée de la lutte financière. Le ministère des MPTIC a une structure qui s'appelle le CICERT, chargée d'alerter sur tous les incidents informatiques en Côte d'Ivoire. Le parquet a un substitut du procureur, comme je disais, chargé d'affaires cybercriminelles. Donc, toutes ces structures sont à la disposition du grand public. Il est à la pêche à l'information dans le doute. Voilà. Alors, on a envie de savoir maintenant le rang qu'occupe la Côte d'Ivoire donc en matière de cybercriminalité. D'aucuns parlent de premier rang, d'autres troisième, après premier dans l'Afrique, on va dire dans l'Afrique, et troisième après donc le Nigeria, également dans l'Afrique, troisième après le Nigeria et le Cameroun. Alors la vérité se situe à quel niveau? Il faut pouvoir comparer ce qui est comparable. En Afrique noire subsaharienne, il n'y a pas de pays qui a des statistiques aujourd'hui fiable sur la cybercriminalité. Nous avons été à plusieurs rencontres, notamment à Afrinic. Nous avons été également à la rencontre de services homologues au Nigeria, au Ghana, au Cameroun. Et aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif qui permet de recueillir des statistiques fiables. On ne peut se baser que sur ce qu'on peut lire sur les forums ou ce qu'on peut lire sur une certaine presse spécialisée. Justement pour ça que nous avons mis un an et demi à mettre en place un dispositif pour savoir exactement ce qui se passe dans l'espace Internet ivoirien. Aujourd'hui, nous avons des statistiques. Vous allez sur Google, vous allez sur Internet. Je ne pense pas que vous allez pouvoir me sortir les statistiques des cybercriminalités au Sénégal ou au Burkina Faso. Elles n'existent pas.
Donc premier ou dernier par rapport à quoi, je ne sais pas. Les chiffres aujourd'hui, 70% des délits cybercriminels dans le monde se passent aux États-Unis, sont perpétrés par des Américains. 80% des affaires cybercriminelles dans le monde sont pilotées par des grands réseaux mafieux qui viennent d'Europe de l'Est ou d'Asie. Vladimir a parlé tout à l'heure des chiffres pour la Côte d'Ivoire. On est à 3 milliards de francs CFA pour l'année 2012 en préjudice déclaré. Donc ça fait 5 millions d'euros environ. Alors, M. Konan, vu la gravité du sujet, on a un peu peur désormais, voir un peu les mails. C'est-à-dire, alors, que faire, comment reconnaître qu'on est face à une arnaque via le net? Alors moi, ce que je recommande toujours, je discute de temps en temps sur notre page Facebook avec des internautes qui viennent prendre des renseignements. D'abord, se méfier d'Internet parce que tout est virtuel, y compris les individus et l'identité. Ce que nous recommandons toujours, c'est de ne jamais envoyer d'argent à une personne qu'on n'a pas rencontrée physiquement. Si cette règle est appliquée, je pense que le nombre de victimes potentielles sera sensiblement réduit. Ne jamais envoyer d'argent à quelqu'un qu'on n'a pas physiquement rencontré. Alors que faire donc face à ces personnes qui nous disent chaque mois changer le mot de passe? Écoutez, c'est une règle de sécurité de base. Il faut changer son mot de passe régulièrement. Il faut changer son mot de passe régulièrement, ne serait-ce que parce qu'on peut l'avoir oublié sur un poste informatique quelque part dans un cybercafé justement ou chez un ami. Donc c'est une règle recommandée par les spécialistes en matière de sécurité informatique. Alors, quel genre d'année sera 2013 pour la direction de l'informatique et des traces technologiques? 2013, s'il plaît à Dieu, sera une très bonne année. Les dispositions que j'ai annoncées en début d'émission vont permettre de réduire très sensiblement le fléau dans les formes dans lesquelles on le connaît. Il y aura peut-être d'autres formes parce que les cybercriminels ne manquent pas d'imagination. Mais les dispositions que nous sommes en train de prendre vont porter un véritable coup d'arrêt à ce phénomène en Côte d'Ivoire. Je vous donne rendez-vous dans 6 mois et je pense qu'on reparlera de la cybercriminalité, en tout cas peut-être sous d'autres formes, mais les formes actuelles, nous allons y mettre un frein. Revenons un peu sur la stratégie que vous mettez en place pour juguler un peu ce fléau. Vous avez parlé d'enregistrement dans les cybercafés. Oui. Après l'enregistrement... On a envie que vous fassiez peur donc, aux cybercriminels. Parce que justement, M. Encho le disait, ils n'ont pas peur. Ils se disent que non seulement la législation n'est pas encore de mise, et ils peuvent s'adonner à cela et pouvoir nourrir des familles comme nous l'avons dit. Donc il faut pouvoir sortir arguments qui, à la limite, qui les feront trembler, on va dire ça comme ça, qui se diront, dès qu'ils sont derrière un ordinateur, ils ne pourront plus faire cela parce que voici les sanctions qui vont découler, parce que vous avez une stratégie forte qui est mise en place pour pouvoir les arrêter. Bon, je ne vais pas... Le dispositif qui est en train d'être mis en place, comme je l'ai déjà détaillé, hein, l'identification de la téléphonie, des usagers de la téléphonie mobile, l'identification des cybercafés. Certains dispositifs vont être mis en place également au niveau des maisons de transfert d'argent. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas permettre à certains d'anticiper. Ce que je peux dire néanmoins, c'est que les peines dans la nouvelle loi sur la cybercriminalité et la protection des données personnelles, les peines de prison ont doublé. Donc on pourra encourir jusqu'à 10 ans de prison ferme, entre 5 et 10 ans de prison ferme pour des délits pour lesquels on encourait 3 à 5 ans de prison ferme. Donc au niveau du risque, je parlais du facteur risque tout à l'heure, nous allons sensiblement augmenter le risque pour un cybercriminel s'il est pris en train de commettre un délit. Il faut bien qu'on comprenne quelque chose, hein, oui. Monsieur Stéphane Konan, directeur général de l'informatique et des traces technologiques. Alors, ces différents recensements ou ces différentes identifications donc dans les maisons de téléphonie mobile comme dans les cybercafés serviront à quoi exactement? Parce que, je vous le dis, on a la possibilité de pouvoir changer de puce. Oui, mais cette puce va permettre de remonter à quelqu'un qui aura donné une pièce d'identité et cette personne va devoir expliquer pourquoi son numéro est lié à un criminel. Donc, soit il aura utilisé ce téléphone, soit il l'aura donné à quelqu'un qu'il connaît. Donc c'est un dispositif que nous n'avons pas inventé, l'identification des usagers de la téléphonie mobile. Je pense que la Côte d'Ivoire est un des derniers pays, au contraire, à adopter ce... Et vous pensez que c'est sans faille? Vous pensez qu'avec cela, vous arriverez quand même à faire, comme vous l'avez dit, un grand pas?
Nous allons arriver à faire un grand pas. Ce n'est pas sans faille, rien n'est sans faille, mais ça va nous permettre, avec d'autres dispositifs, au niveau des maisons de transfert d'argent, au niveau des cybercafés, d'identification, de porter un coup d'arrêt à ce phénomène. Alors, pour tout vous dire, hein, quand nous étions sur Internet, que nous avons mis les titres de l'émission et que nous disions donc aux internautes que nous vous recevions, nous avons eu un brouteur qui nous disait ces histoires d'identification, paraphrasé, ces histoires d'identification ne nous font pas peur, tout simplement parce que nous arrivons à contrecarrer ce qu'ils sont en train de faire. Ben écoutez, je leur souhaite bonne chance. Je leur souhaite bonne chance. Comme je dis, il y a un certain nombre de dispositions qui sont en train d'être mises en place et on se redonne rendez-vous dans 6 mois. D'accord. Alors, M. Kounan, parlons toujours de dispositions. C'est là quelques mois. Un colloque a été organisé ici en Côte d'Ivoire avec la police suisse pour endiguer ce mal qui porte un coup de frein au développement de la Côte d'Ivoire et surtout à l'image au plan international. Alors, qu'est-ce qui a été retenu au sorti de ce colloque? Écoutez, le colloque était organisé par l'Institut suisse en charge de la criminalité économique. Parmi les actions menées par la DITT au cours de l'année 2012, nombre de dispositions ont été prises pour développer les partenariats. Aujourd'hui, la technologie avance très vite. Nous avons besoin d'être en contact avec des structures qui sont capables de renforcer nos capacités. Donc, parmi ces partenaires, l'Institut suisse de lutte contre la criminalité économique a organisé ce colloque en vue de faire un état des lieux de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, ce colloque est la première étape d'un certain nombre de dispositions que nous allons mettre en œuvre avec la coopération du gouvernement suisse pour lutter contre le phénomène. Mais pourquoi la Suisse? La Suisse, parce que la Suisse a été le pays à répondre à notre appel. Nous avons frappé à nombre de portes. D'autres pays nous ont aidés, la Corée du Sud, la France bien entendu. Et la Suisse fait partie d'un des pays amis de la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle ils ont répondu favorablement à notre appel. Mais est-ce qu'aujourd'hui ces résolutions qui sont sorties donc de ce colloque portent ses fruits? Les résolutions nous ont permis, comme je dis, de déployer un programme d'action pour 2020. Entre autres, la prise en charge de 9 agents de la DITT pour les former en investigation numérique, conduite d'un projet donc, pour identifier les conséquences sociales justement du phénomène de broutage sur la jeunesse ivoirienne. Donc les conclusions de ce travail seront remises au gouvernement et nombre d'autres actions. Parlons de collaboration, hein, et Eric a lancé, a posé donc la question. Parlons de collaboration entre vos services et des services internationaux. Donc vous avez parlé de la Suisse, de la France et tout ça. Qu'est-ce qui vous lie, on va dire, quand une plainte est posée, un Français pose une plainte, oui. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'au niveau, vous arrivez facilement à rentrer, on va dire, en rapport avec les services français pour travailler assez rapidement pour mettre la main sur les cybercriminels? Comme dans tous les secteurs d'activité, dans tous les secteurs de l'économie nationale et tous les secteurs d'activité, la coopération avec la France, la coopération policière avec la France, a repris du poil de la bête. Aujourd'hui, nous sommes en étroite collaboration avec le service homologue français, qui est l'Office central de lutte contre les crimes informatiques. Nous sommes en étroite collaboration également avec nos correspondants suisses, belges et d'autres pays amis. Donc nous avons mis en place des dispositifs que je ne dévoilerai pas ici par souci de confidentialité, qui permettent... À force de ne pas dévoiler, M. Stéphane Kono, j'avoue qu'on n'effraie pas. Étant donné que je parle de partenaires extérieurs, j'aurais eu besoin de leur autorisation avant de dévoiler un peu nos méthodes de travail avec eux. Voilà. Sachez que pour autant nous collaborons de manière très productive avec ces pays. D'accord. Alors, on va également parler, hein, tout à l'heure, je vous posais la question, on parlait de l'âge des brouteurs qui variait entre 10 et 15 ans. Vous avez dit non, que les 29 ou les 19 cas que vous avez eus, ces personnes-là, ces cybercriminels-là, étaient des adultes. Oui. C'est cela? Oui, on est adulte à 18 ans. Oui. Alors, une fois que ces cybercriminels sont attrapés, vu qu'il y a pour le moment un vide juridique, qu'est-ce qui est fait? Parce que c'est une question que vous avez un peu survolée quand même. Il faut d'abord remettre
remettre en lumière le travail de la police. La DITT est un service de police, donc nous arrêtons, nous interpellons les suspects, nous qualifions le délit, nous apportons la preuve numérique et les suspects sont transmis au parquet. Donc ensuite c'est la justice qui fait son travail sur la base des preuves que nous apportons et qui sont qualifiées ou non. Donc aujourd'hui 29 personnes déférées, 29 arrêtés, 19 déférés, ça veut dire qu'il y en a eu 10 qui ont été relaxés faute de preuves ou faute de qualification du délit. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, les textes ne sont pas encore totalement à jour par rapport à la nature des délits. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien du jour. Alors, Monsieur Conan Stéphane, que retenir de votre passage sur notre plateau? Que retenir? Je dirais que il faut retenir aujourd'hui que le gouvernement ivoirien a décidé de prendre très au sérieux le phénomène de la cybercriminalité, même si, comme je le disais, notre place dans le monde n'est pas celle qui relève un peu de la rumeur, je dirais. Le gouvernement ivoirien, le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Postes et Télécommunications ont décidé de travailler de concert pour mettre un terme à ce phénomène et que nous avons l'honneur de conduire un des maillons de ce dispositif qui est en train de travailler à rehausser l'image de la Côte d'Ivoire et à orienter les jeunes Ivoiriens vers d'autres activités. Parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent grâce à Internet, on peut gagner beaucoup d'argent grâce à la technologie. Les Américains nous l'ont montré et c'est un peu vers ça qu'on souhaite qu'on tende en 2013. Avant de terminer, dites-nous, est-ce que la DITT est un service autonome? La DITT est une direction centrale de la police nationale, donc elle relève du directeur général de la police nationale. Pas un service autonome. D'accord. En tout cas, merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci. Et terminer par ceci, le développement de la Côte d'Ivoire passe par chacun de ses fils. Posons donc des actes qui donneront encore plus de crédibilité aux yeux du monde. Bonsoir.